Plus de 60 dirigeants mondiaux sont invités au 74e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et le scandale du Mediator, le procès de record, plusieurs plaignants, des milliers de plaignants, des centaines d'avocats et de témoins. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé hier à 16 h heure de New York, dans la ville du même nom, pour participer à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui aura lieu dans cette même ville. De l'État, Ismaël Omar Guelleh était accompagné dans son déplacement par une forte délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et le ministre de l'équipement du tourisme, de l'urbanisme et de l'environnement Mohamed Abdelkader Moussa. À son arrivée, le président Guelleh a été accueilli par l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis et représentant permanent de Djibouti auprès des Nations Unies Mohamed Ziad Doualé et son équipe. Au cours de ce déplacement, le président de la République participera à plusieurs sessions, dont une réunion de haut niveau sur l'appel global sur la protection des religions en présence du président Trump et du sommet sur les actions climatiques, mais il y aura également des rencontres bilatérales avec de nombreux chefs d'État et dirigeants ainsi que des organisations internationales. Et sommet de l'ONU sur le climat, les dirigeants mondiaux sont attendus au tournant sous la pression des jeunes. Plus de 60 dirigeants mondiaux sont invités aujourd'hui à réitérer leur engagement sur le climat lors d'un sommet très attendu à l'ONU à New York. Les États-Unis et le Brésil seront les grands absents des discussions. 3 jours après les manifestations mondiales de la jeunesse pour le climat, une soixantaine de dirigeants mondiaux se retrouvent aujourd'hui à l'ONU pour un sommet sur l'urgence climatique censé revigorer le chancelant accord de Paris. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, espère que de dizaines de leaders annonceront une révision à la hausse de leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que jamais l'humanité n'en avait rejeté autant dans l'atmosphère. Moins de la moitié des 136 chefs d'État et de gouvernement qui viennent cette semaine à New York pour l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies ont demandé à participer. Symbole de la jeunesse révoltée, la Suédoise Greta Thunberg a été invitée à prononcer devant les dirigeants un discours très attendu. Et toujours à New York, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa, a participé hier à New York à la réunion des 107 pays soutenant l'appel pour l'action en faveur de l'adaptation et de la résilience. La suite dans ce commentaire. Le ministre de l'Habitat et de l'Environnement, accompagné du secrétaire général de son département, point focal de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, Dina Abdallah, une réunion préparatoire du sommet sur les actions climatiques qui aura lieu demain, à laquelle prendra part le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Les changements climatiques est depuis plusieurs années une réalité partout dans le monde et ses conséquences sur les populations deviennent de plus en plus importantes. Selon les experts des Nations Unies, les pays ont élaboré leur propre plan d'action. Nous sommes aujourd'hui à New York, au siège des Nations Unies, pour participer bien sûr avec les chefs de l'État au sommet sur le changement climatique qui a été convoqué par le secrétaire général des Nations Unies. Comme vous le savez, les changements climatiques sur Djibouti a des conséquences négatives, avec bien sûr la sécheresse, l'augmentation du niveau de mer, les inondations. Donc il fallait que nous menions des actions locales. Pour cela, Djibouti va contribuer en développement des énergies renouvelables telles que la géothermie, l'énergie solaire, éolienne. Mais nous sommes aujourd'hui sur place avec les techniciens qui ont présenté les différents projets qui seront déjà soumis demain aux chefs des États qui seront présents et qui vont bien sûr demander à la communauté internationale de soulever des financements adéquats pour atténuer ces changements climatiques en Afrique et dans tous les pays du monde. Et en nouvelle nationale, à présent, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu cet après-midi le docteur Alistair MacPhail, ambassadeur de la Grande-Bretagne à Djibouti, avec résidence à Addis Abeba. Après le traditionnel échange de salutations, le docteur Alistair MacPhail a exprimé le plaisir éprouvé suite à cette rencontre avant de partager le souhait de développer les relations entre les deux pays. L'accréditation imminente du prochain ambassadeur réside cette fois-ci de la Grande-Bretagne à Djibouti, allant dans le sens de cette volonté de renforcement du partenariat
entre les deux nations. Autre sujet abordé lors de cet entretien, les priorités du gouvernement djiboutien, parmi lesquelles le défi du développement, la paix et la sécurité donc, dans la région, la situation au Yémen, en Somalie et le rôle de nos soldats dans l'AMISOM. Le Premier ministre précisant l'avantage et le privilège de nos soldats qui ne sont pas dépaysés culturellement, la langue commune facilitant le contact avec la population. L'ambassadeur a mentionné les enjeux autour de la mer Rouge qui sont mondiaux. Enfin, abordant la candidature de la République de Djibouti pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Premier ministre a demandé sur un ton solennel le soutien de la Grande-Bretagne face au Kenya. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, a reçu aujourd'hui une délégation française conduite par l'ambassadeur français à Djibouti. Donc, dans son bureau, cette délégation avait à sa tête le général de corps d'armée Jean-Marc Latapi. Cette visite a permis d'évoquer les relations d'amitié qui lient la République de Djibouti et la République française. Cette visite a également aussi été l'occasion pour le ministre de discuter avec la délégation du renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines stratégiques. Cette première rencontre qui fut empreinte de chaleur et de sincérité entre le ministre Radouane Abdullahi Bahdoun et le général Latapi. Santé à présent, le ministre de la Santé, Mohamed Warsa Madiri, a reçu dans son cabinet l'ambassadeur indien accrédité à Djibouti, Ashok Kumar, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Après les mots de bienvenue, le ministre de la Santé a rappelé les liens séculaires et historiques qui lient les deux pays et le partenariat privilégié indo-djiboutien en matière de santé. Le ministre de la Santé et le diplomate indien ont échangé leurs points de vue sur divers sujets d'intérêt commun, notamment sur les échanges d'expériences dans le domaine de chirurgie interventionnelle et cardiaque, la néphrologie et la chirurgie viscérale. Le diplomate indien a évoqué la mise en œuvre d'une convention binationale appelant donc pour un renforcement mutuel des compétences à travers l'intensification de la coopération sanitaire entre nos deux nations sœurs. Le ministre du Commerce, en collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce, a organisé un séminaire de formation sur la politique commerciale au Palais du Peuple. Cette cérémonie était présidée par le ministre du Commerce, Hassan Hamad Ibrahim. Des cadres du ministère et des représentants de l'Organisation mondiale du commerce ont assisté donc à ce séminaire. Objectif, faire du commerce un puissant moteur de croissance et de développement économique pour notre pays. Il convient de souligner que notre politique commerciale vise en priorité l'intégration régionale pour une insertion dynamique de notre pays dans les chaînes de valeur des échanges internationaux. Cette initiative fait partie des efforts déployés par le gouvernement représenté par le ministre du Commerce pour développer le commerce à Djibouti. À la formation et à ses activités d'assistance technique, y compris lors du lancement du programme de Doha pour le développement en 2001, qui a reconnu que l'assistance technique et le renforcement des capacités sont des éléments centraux de la dimension développement du système commercial multilatéral. En outre, les membres de l'OMC reconnaissent qu'un système commercial multilatéral qui fonctionne bien nécessite non seulement des règles commerciales justes et équitables, mais exige également une compréhension par ses membres des opportunités que ces règles prévoient. C'est pourquoi l'OMC place ses programmes d'assistance technique et de formation au cœur de son travail. Et le ministre du Commerce a indiqué dans son intervention que l'objectif de cette réunion, de ce séminaire, était de faire du commerce un puissant moteur de croissance et de développement économique pour la République de Djibouti. On l'écoute. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de procéder à l'ouverture du séminaire de formation, le cours intensif sur la politique commerciale.
Permettez-moi d'abord d'adresser mes mots de bienvenue aux experts formateurs de l'EOMC qui ont fait un long déplacement depuis Genève pour animer cette formation nécessaire à nos cadres impliqués directement ou indirectement à la politique commerciale. Je tiens à remercier personnellement les invités et les participants d'avoir répondu massivement à notre invitation. Mesdames et messieurs, le ministre du Commerce et l'Organisation mondiale du commerce ont conjointement initié cette formation afin de faire du commerce un puissant moteur de croissance et de développement économique pour notre pays. Vous conviendrez avec moi que le commerce est la base même de la création de richesses et concourt à l'amélioration du bien-être de nos populations. Cette rencontre vous donnera l'occasion de vous familiariser avec le concept de la politique commerciale, à savoir les théories du commerce international, l'analyse des instruments de politique commerciale et l'utilisation de bases de données tarifaires et commerciales, les principes fondamentaux de l'OMC et ses exceptions. Les accords multilatéraux sur le commerce des marchandises et l'accord général sur le commerce des services, les mesures commerciales correctives, les règles et les procédures régissant les règlements des différends. Actualité nationale toujours, dans le cadre des relations de coopération entre notre pays et le Royaume du Maroc, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné des officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes, a accueilli aujourd'hui une délégation marocaine conduite par le colonel Hicham Alaoui. La délégation était composée de 3 officiers supérieurs et cette visite avait donc pour objectif d'évaluer l'académie militaire interarmée d'Arta, qui est sous la responsabilité du chef d'état-major de la défense par intérim, le général donc Tahir Ali Mohamed. Et le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé donc ce matin au Palais du Peuple un atelier de vulgarisation des défis environnementaux pour les professionnels des médias. Cette cérémonie a été présidée par le directeur de l'Environnement, Hussein Rilash, en présence du directeur de la communication, Ibrahim Miyir. Un certain nombre d'institutions des médias, y compris la RTD, la Nation et Al-Ghar, ont participé donc à cette formation sur l'environnement. L'objectif étant de renforcer les capacités nationales ciblées pour atteindre et maintenir les résultats environnementaux mondiaux en intégrant et surveillant et décentralisant la gouvernance environnementale mondiale. Chargé de transmettre le message afin que celui-ci porte auprès du public. Il est vrai qu'un atelier, fut-il cyclique, ne suffit pas pour acquérir toutes les connaissances requises sur un domaine donné. C'est pourquoi il est souhaitable de penser à mettre en place des vrais programmes de formation pour faire émerger des journalistes spécialisés, des journalistes environnementalistes qui puissent bien parler et reporter sur les divers sujets. Cela prend une formation plus poussée et il est à espérer que le ministère de l'Environnement pourrait conclure des partenariats avec le ministère de la Communication afin que des programmes et des opportunités de formation puissent être disponibles aux journalistes. Et dans son intervention, le directeur de l'Environnement a indiqué que l'intégration de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres dans les politiques de développement national et les stratégies de lutte contre la pauvreté permettront de mobiliser les ressources financières en faveur d'actions concrètes. C'est pour moi un immense plaisir aujourd'hui de lancer officiellement
l'ouverture de l'atelier de vulgarisation des défis environnementaux pour les professionnels des médias nationaux. Ce n'est pas une première pour notre pays de renforcer les capacités de nos chers journalistes. Nous l'avons déjà fait dans le passé. Mais l'événement inédit aujourd'hui est de tenir un tel atelier dans un contexte national de réforme dynamique des principaux organes de communication et surtout devant un parterre de jeunes journalistes, espoir de toute une nation. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a fait de la protection et de la conservation de l'environnement l'un de ses créneaux majeurs. C'est en ce sens que bien souvent vous êtes auprès de nous pour couvrir des événements phares. Je parle bien entendu des ateliers de renforcement des capacités de nos partenaires dans ce domaine ou encore les interventions dans les zones rurales conduites par notre département pour faire face aux défis environnementaux majeurs que connaît notre pays. En effet, Djibouti fait face aujourd'hui à des phénomènes climatiques récurrents, sécheresse, désertification, rareté des ressources en eau, une faune et une flore de plus en plus menacées, une vague de chaleur et j'en passe. Ainsi, dans ce contexte de menaces récurrentes sur l'environnement, le rôle central des journalistes, des professionnels de médias est de servir de médiateurs sur la prévention, la sensibilisation et pour la communication des informations environnementales majeures au grand public. Direction la région de l'Unité, où le nouveau préfet de la région donc, de Dikil, Aïdan Drar Moussa, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu donc, hier à la sous-préfecture d'Asrila. L'objectif de cette visite était dans un premier temps donc, de s'enquérir de l'état des lieux du fonctionnement de la sous-préfecture d'Asrila et dans un second temps donc de prendre contact avec les autorités civiles et coutumières de cette zone en vue de consolider leurs efforts pour aboutir à de meilleurs rendements quant aux services rendus aux citoyens. Au cours de cet entretien, le préfet de la région a particulièrement mis l'accent sur le maintien de l'ordre public, le renforcement de l'unité et de la cohésion sociale, chose essentielle donc pour les vivre ensemble. Et de leur côté, les autorités civiles et coutumières d'Assaïla ont exprimé la bienvenue donc au nouveau préfet et lui ont assuré de leur pleine collaboration et accompagnement dans l'exercice de ses fonctions. Et activité donc similaire cette fois-ci dans la région d'Arta où le nouveau préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, accompagné du président du conseil régional et de son premier adjoint, s'est rendu à la sous-préfecture de Damerjoug. À son arrivée, donc une foule en liesse a chaleureusement accueilli le préfet et sa délégation avec des chants et danses traditionnelles. Le sous-préfet de Damerjoug, Abdi Shahid Nour Youssouf, les députés de la région ainsi que les jeunes, les responsables de la gendarmerie ont tous souhaité la bienvenue au nouveau préfet et après l'accueil, donc une réunion de présentation et de prise de contact avec les Oukal, les notables, les femmes responsables des associations et coopératives agricoles a eu lieu dans le bureau du sous-préfet. Ce fut au tour donc par la suite aux responsables des services déconcentrés, chefs d'établissement scolaire et des responsables des forces de l'ordre et de sécurité. Le préfet Cheikhou a remercié la population de Damerjoug pour l'accueil. Il a exhorté les habitants de Damerjoug à travailler davantage dans l'intérêt général et le développement de la région. La prochaine étape de la tournée du préfet d'Arta sera la sous-préfecture de PK51, Kartar. Sport pour clore l'actualité nationale dans le cadre des préparatifs pour la qualification à la Coupe d'Afrique 2021. L'équipe nationale de football est bien arrivée hier à Doha, capitale du Qatar, pour un stage bloqué de 10 jours. Après s'être installés donc à l'hôtel Holiday Villa, les requins de la mer Rouge ont entamé dès hier leur entraînement dans le centre de musculation pour améliorer leur performance physique. L'entraînement a débuté donc hier soir au centre sportif Mazer Academy Football Club sous la supervision du coach de l'équipe nationale, Julien Met, accompagné de son staff. Cet entraînement donc est consacré à mettre en place un jeu offensif et défensif également et constructif pour dominer leur adversaire pendant les rencontres à venir. Rappelant que les requins de Djibouti sont dans une dynamique constante après leur qualification au second tour de la Coupe du Monde Qatar 2020.
Et en nouvelle du monde à présent, Mediator, le procès des records, 2684 plaignants, 376 avocats et 100 témoins. Le procès pénal qui s'est ouvert aujourd'hui en France devant le tribunal correctionnel de Paris est exceptionnel par ses dimensions, tant et si bien que cette première journée de comparution des 23 prévenus impliqués dans le scandale du Mediator, un médicament antidiabétique dont les effets ont coûté la vie à des centaines de patients, a été consacrée essentiellement à l'organisation de 110 audiences prévues jusqu'au 30 avril 2020, soit plus de 7 mois durant. Le dossier d'instruction est constitué de 127 tomes. Au total, 4 981 victimes ont été recensées. 2684 d'entre elles se sont constituées parties civiles pour attaquer le laboratoire Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Une centaine de caisses de la sécurité sociale font également partie des plaignants et le nombre de parties civiles pourrait bien augmenter au cours du très lent procès. Et enfin, la faillite du voyagiste Thomas Cook déclenche une opération de rapatriement massive. La suite dans ce commentaire de Fardous Hussein. Milliers de salariés sur la paille, des centaines de milliers de touristes à rapatrier. Le voyagiste britannique Thomas Cook a annoncé donc aujourd'hui 23 septembre qu'il faisait faillite après avoir échoué au cours du week-end à trouver des fonds nécessaires pour sa survie. En parallèle, l'autorité britannique de l'aviation a indiqué que le groupe Thomas Cook, tour opérateur et compagnie d'aviation à la fois, a cessé ses activités à effet immédiat. Toutes les réservations Thomas Cook, vols et séjours sont désormais annulées. Le patron du voyagiste, Peter Frankhauser, a souligné que bien qu'un accord ait été largement approuvé, une requête pour des fonds supplémentaires ces derniers jours a présenté une difficulté qui s'est révélée donc insurmontable. C'est un plafond donc au regret que le conseil d'administration et moi de ne pas donc avoir réussi. Je tiens à m'excuser auprès de nos millions de clients, nos milliers d'employés, fournisseurs et partenaires qui nous soutiennent depuis des années, ajoute-t-il, déplorant aussi un jour profondément triste pour une entreprise pionnière du voyage organisé. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention et très bonne soirée sur Télé Djibouti.